Radio 2M. Faites entrer l'invité. Alors, une circulaire de Banque El Maghreb autorise la commercialisation de 5 produits par les banques participatives. On parle de la Murabaha, de l'Ijar, de l'Musharaka, de l'Mudaraba et de Salam. J'espère que je le prononce bien. Des produits qui permettront de donner le coût d'envoi réel des banques islamiques au Maroc dans un contexte de marché de l'immobilier morose. Ces nouvelles options de financement vont-elles permettre de dynamiser effectivement le marché ou est-ce que ça ne changera rien à la donne? En tout cas, pour en parler, nous recevons ce matin avec nous M. Saïd Amarir, président de l'AMFP, l'association marocaine pour les professionnels des finances participatives. Monsieur Amarir, bonjour. Bonjour. Et nous recevons aussi avec nous Monsieur Mohamed Lhlou, président de l'AMAI, l'association marocaine des agents immobiliers. Monsieur Lhlou, bonjour. Bonjour et je vous remercie de votre invitation. Alors, on va commencer tout de suite par démystifier un petit peu tous ces 5 produits qui viennent d'être régulés par Banque El Maghreb. Donc, ce sont de nouveaux produits qui vont peut-être être commercialisés. On parle de la Murabaha, de l'Ijar, de l'Musharaka. Monsieur Amarir, est-ce que vous pouvez brièvement pour nos auditeurs expliquer les grands principes un petit peu de Murabaha par exemple, de l'Ijar, etc. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, mais effectivement, avant de démarrer les produits, il faut peut-être rappeler c'est quoi la finance participative de manière générale, oui. Parce qu'on en a parlé très souvent. Donc, c'est l'équivalent de la finance islamique dans d'autres cieux, notamment en GCC et en Malaisie. C'est juste le nom en fait qui change un petit peu au Maroc. Tout à fait. Alors, le business model qui a été adopté par les autorités marocaines, c'est de parler de finance participative. Donc, on part du principe que c'est une finance qui est ouverte à toutes les religions, n'est pas uniquement dédiée uniquement aux musulmans. Et deuxième élément, c'est que tous les produits de la finance participative, que ce soit des produits bancaires, d'assurance ou de marché de capitaux, ils seront validés par le Conseil supérieur du Zulama, notamment par la commission Sharia pour la finance participative. Voilà le business model. Pour s'assurer de la conformité de ces offres-là avec la religion, c'est bien ça? Tout à fait. Parce qu'on part du principe que cette finance participative a 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est tout ce qui est droit musulman des affaires, faire le muamalat. Donc, il y a également l'éthique. Et à chaque fois, toutes les opérations de la finance participative seront adossées à des produits, à des projets. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un sous-jacent réel, concret, sur lequel l'opération sera réalisée. Je prends le cas de l'immobilier, c'est toujours un bien immeuble qui est derrière l'opération de la finance participative, que ce soit au niveau de la banque ou de l'assurance ou du capital market. Alors, les Marocains et nos auditeurs aussi vont pouvoir donc profiter peut-être de 5 nouveaux produits. Murabaha, par exemple, brièvement, c'est l'achat d'un bien qui est acheté déjà par la banque, qui est vendu avec un bénéfice qui est déjà... Alors, effectivement, le Murabaha, c'est qu'on appelle mode de financement. Donc, c'est juste pour rappeler qu'il y a des modes de financement de dette, c'est-à-dire que c'est un produit de dette essentiellement, et également il y a certains produits qui sont des produits participatifs, là où il y a effectivement la notion de partage des pertes et profits. Alors pour le Murabaha, c'est un mode de financement qui permet à certains clients de répondre à leurs convictions. Convictions dans la mesure où ils souhaitent acquérir des biens, mais pas en empruntant du cash auprès d'une banque, mais ils souhaitent que la banque intervienne entre les deux, entre lui et le promoteur immobilier. Donc la banque, elle achète le bien à un prix X et il le revend au client final à un prix X plus une marge bénéficiaire sur longue durée. Donc ces termes sont négociés au départ. Ce type de produit, c'est produit amana, ça veut dire qu'on fige le prix d'acquisition initial. Donc la banque ne gagne pas sur le prix d'acquisition, donc il est affiché, c'est de la transparence totale, mais elle calcule ce que nous appelons une marge bénéficiaire selon la durée du financement. Donc cette marge variera en fonction de la durée, c'est-à-dire on va calculer une marge sur 10 ans, sur 5 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Tout en sachant que le bien peut être payé en 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout ça est négocié au préalable. Au préalable, exactement, et les termes sont figés dès le départ. Et l'Ijar, donc l'Ijar qui est une notion un petit peu différente de le Murabaha, c'est plutôt un loyer qui est fixé à l'avance, qui peut être variable ou fixe, et donc quand on voit la circulaire de Banque El Maghreb, effectivement, s'il est variable, le minimum et le maximum, le loyer maximum et minimum est déjà préétabli à la signature du contrat. Exactement, fixé, justement pour un peu protéger le client lambda qui souhaite acquérir son bien meuble ou immeuble, encore une fois, selon ce mode de financement qui est l'Ijara, qui est connu également dans la finance classique, c'est du leasing. Donc du coup, ce mode de financement permet à certains clients, effectivement, de louer qui ne souhaitent
bien sûr pas acquérir, je prends le cas des non-résidents par exemple, qui ne souhaitent pas acquérir l'acquisition ferme d'un bien, ils souhaitent uniquement recourir à l'ijara. Et au terme de ce contrat qui est donc, une fois que le terme du contrat donc arrive le contrat plutôt arrive à son terme, voilà, je trouve mes mots, est-ce que la personne pourra faire un transfert du bien physique ou c'est sujet à un autre contrat? Alors justement, parce que ce que nous appelons ijara muntahiya bitamlik, avec option d'achat à la fin, effectivement, il y a deux contrats séparés. C'est-à-dire, il y a le premier contrat, c'est la location pour une durée bien déterminée, mais à la fin, on laisse l'option pour le client de racheter ou pas le bien en question. D'accord. Ce qui fait que c'est deux contrats séparés. Parfait. Alors, on parle de ces nouvelles options de financement, notamment pour l'acquisition de biens immobiliers. Eh ben, on a la chance d'avoir avec nous M. Mohamed Lahlou, qui est donc le directeur de l'Association marocaine des agents immobiliers. Il est au contact du terrain, il connaît la réalité du marché. On va commencer par la première question que tout le monde se pose. Comment se porte le marché de l'immobilier, en tout cas pour le résidentiel au Maroc? Donc je pense que le secteur de l'immobilier connaît actuellement des difficultés depuis 2014 et je pense que l'année 2017 pourrait être meilleure. On a encore de l'espoir si les choses se passent bien, si les prix commencent à baisser. Parce que justement, on a constaté que les prix de l'immobilier, il a vraiment baissé, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit dans le foncier. Donc quand même, c'est un élément positif pour relancer le secteur. Maintenant, il faut que les banques, actuellement, je parle des banques classiques et puis on revient sur les banques participatives. Les banques classiques, ils doivent reprendre avec bien sûr un taux moins cher. Donc, il y a beaucoup d'éléments de relance. Est-ce que vous direz, M. Lahlou, que par exemple, l'un des freins, ou en tout cas l'une des causes de la morosité du marché de l'immobilier est due justement à ces options de financement, ou est-ce que c'est juste une tendance, ou c'est les prix qui sont trop chers parce qu'il y a une bulle spéculative? Non, moi je parle, quand je dis bulle au prix, c'est au niveau de Casablanca et Rabat et Tanger. Mais dans les autres villes, les prix ont beaucoup baissé et ils n'arrivent pas à vendre. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on ne vend pas? Il y a tout simplement un pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui doit s'améliorer, sinon on ne peut pas. Même si les banques ils ouvrent les portes, les robinets comme on dit, on risque d'avoir... Parce que les banques, quand ils donnent un crédit, ils se basent sur un taux de charge, sur un salaire. Et comme les salaires n'évoluent pas régulièrement, il y a un blocage, justement. Moi, j'ai impliqué les banques. Et je me suis reposé la question en disant pourquoi ne pas infliger le problème de pouvoir d'achat. Et ça, c'est très important. Si le pouvoir d'achat augmente, si les choses s'améliorent, on pourrait éventuellement, que la personne peut acquérir un logement dans les règles de l'art. Et quand même, quand je vous ai dit effectivement que le logement, alors c'est pas un luxe. Le logement, c'est primordial pour un citoyen marocain. Bon, l'État a fait beaucoup de choses pour le social. Maintenant, il faut que les promoteurs puissent faire un effort pour le moyen standing. Et puis, il faut qu'on revoie justement ces fameux signes de haut standing, très haut standing, moyen standing. Personne ne met moyen standing. Même vous partez dans un quartier qui est hors Casablanca, il met du très haut standing. Alors, il faut que l'État, du moment que l'État... Il n'y a pas de contrôle, notamment sur... Moi, j'ai pensé à ce que il faut déterminer les hauts standings, le moyen et le normal. Qu'il y ait un cahier des charges clair, social. Un petit peu comme les étoiles qu'on donne aux hôtels. Moi, j'ai pensé même à faire des étoiles, carrément, mais ça pourrait être peut-être une utopique parce que les promoteurs, il faut qu'ils soient sincères avec eux. Il doit avoir un esprit de citoyenneté. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que le cadre moyen puisse avoir un logement digne de sa fonction. Parce que s'il est mal logé, il ne donnera pas de rendement au niveau de son travail. Et ça, c'est général dans les pays européens, dans les pays développés. Alors, excusez-moi, je voulais juste revenir à M. Amarir, maintenant que cette circulaire a vu le jour et que ces produits vont pouvoir être proposés. Déjà, une première question toute simple. Vous êtes président de l'association des professionnels de la finance participative. Est-ce que les termes de cette circulaire sont satisfaisants pour les professionnels ? Alors, bien sûr, les termes de ces circulaires sont satisfaisants dans la mesure où, avant bien sûr qu'ils soient adoptés ou validés par le Conseil supérieur des Oulémas, il y avait eu un travail de collaboration. Il y avait un travail aussi bien avec les filiales de banque,
qu'on appelle les full-fledged, qu'avec les Windows. Parce que comme vous le savez, lorsque Banque Al-Maghreb a donné l'agrément, il a donné à 8 banques en même temps. Ça veut dire 5 filiales de banques marocaines, notamment Tijari, BMC Africa, la Banque Populaire, Crédit Agricole et le CIH. Et 3 fenêtres, notamment pour BNP Paribas, la Société Générale et Crédit du Maroc. Donc, avant, bien sûr, de valider une circulaire et l'envoyer au Conseil supérieur des oulémas pour donner la validation définitive, il y a tout un travail qui a été effectué avec les banques en question. Il y avait un échange, il y avait prise de notes, de remarques, effectivement, pour améliorer ces circulaires pour qu'elles répondent exactement aux besoins des banques concernées. Le fait que vous soyez organisé aussi en association marocaine, vous avez été, vous avez pris parti aussi dans les... Alors, on a... Pour être transparent avec vous, on a pris parti au niveau de la loi, c'est-à-dire au départ, lorsque la loi est passée par le Parlement et le Conseil économique et social, on a été invité pour donner nos avis sur la loi. Mais pour les circulaires, c'est essentiellement le GPBM, donc c'est les banques marocaines avec Banque Al-Maghreb. Donc voilà, donc on reste sur le représentant légal des banques qui est le GPBM, mais n'empêche qu'au niveau de l'association, donc marocaine pour les professionnels de la finance participative, donc c'est une association qui est un peu plus large. Oui. Donc dans notre association, il n'y a pas que des banquiers, il y a des assureurs, il y a des asset managers, il y a d'autres cadres, d'autres télécoms, etc. Et qui vient effectivement apporter quelques idées. Parce qu'il n'y a pas que la banque dans la finance participative, il est beaucoup plus large. On parle d'un écosystème de la finance participative. Effectivement, on a démarré par des banques, les produits que nous avons énumérés et sur lesquels on va revenir certainement pour les linker en quelque sorte par rapport à l'immobilier. Mais nous avons également tout ce que nous appelons les soukouk. C'est l'équivalent en classique des bons des obligations, mais c'est un peu différent. C'est des certificats d'investissement Sharia compliant et qui vont être émis certainement vers juin par le Trésor. On parle de soukouk souverain. Ces soukouk vont permettre aux banques d'échanger la liquidité. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Vous avez une banque excédentaire, une banque déficitaire. Aujourd'hui, on n'a pas de mécanisme d'échange de cash entre les deux banques, comme ce que fait aujourd'hui au niveau du marché monétaire interbancaire classique. Ils ont du bon du Trésor pour échanger du cash. Au niveau des banques participatives, il nous faut des soukouk. Donc, le ministre des Finances s'est engagé pour lancer la première émission soukouk souverain d'ici juin. Donc ça va permettre, juste pour clarifier à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, ça va peut-être diminuer le manque de liquidité sur certaines banques quand il y a des banques qui ont un peu plus, on va parler par des termes plutôt simples, quand une banque a beaucoup d'argent et une autre banque n'a pas beaucoup d'argent, ils pourront s'entreprêter, c'est ça? Exactement, s'échanger du cash. Voilà. Pour pouvoir avoir un niveau de liquidité qui soit homogène dans le secteur bancaire au Maroc. Tout à fait. Alors vous avez une banque qui a un excédent. Parce que vous allez vous dire un truc, monsieur Amari. Si j'ai compris, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ont compris. Bah oui, bien sûr. Non, c'est très simple. Vous avez une banque qui a du cash, qui a de la liquidité, et une autre banque qui a besoin de liquidité. Vous savez. Donc il y a toujours des besoins de financement. Alors je vais linker ça avec l'immobilier, avec Silhlo. Silhlo, par exemple, il a lancé un projet de 10 millions de dirhams, d'accord, et qui sera financé par une banque A. Cette banque A, donc il l'a financé et en même temps il a d'autres engagements avec d'autres clients, d'accord. Donc il a besoin de cash pour continuer à financer Silhlo. Donc pour emprunter de l'argent, se financer auprès du marché, il lui faut un sous-jacent. Il faut qu'il détienne dans son portefeuille ce que nous appelons des soukouk, pour les vendre au comptant à une autre banque pour disposer du cash, financer pour continuer son projet. Donc voilà comment ça se passe. Ça va homogénéiser. Alors, moi, je vais revenir sur une étude qui a été publiée en 2014 par l'IFAAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services, qui dit qu'environ 98% des Marocains sondés ont exprimé leur intérêt pour les banques islamiques, dont 78,8% qui déclarent être très intéressés. Monsieur Lhlou, est-ce que vous pensez que les nouveaux venus dans le marché du financement participatif, en tout cas pour ce qui vous concerne, donc l'immobilier, est-ce que ça pourrait donner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme? Non, mais tout à l'heure, Monsieur Amari, vous avez parlé de financement, les banques entre les banques. Ce que nous attendons, c'est que les banques étrangères qui vont s'implanter, je ne vais pas dire banques islamiques participatives, parce que c'est un mot on a voulu vraiment le supprimer, et c'est vrai. Il faut que ces gens apportent de l'argent.
il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés qui sont un peu des banques, qui se sont mis peut-être en association avec des banques marocaines. Et c'est là le jeu qu'il faut faire, c'est que de faire rapatrier de l'argent. C'est des gens qui doivent emmener de l'argent. On n'aura pas besoin. Si on va s'amuser à demander des financements entre les deux banques, moi, je trouve que c'est pas non, favorable. ça c'est quand même. Je pense que M. Amariel va pouvoir en parler. Donc, ce sont des mécanismes internes qui permettent au final d'avoir plus de liquidité. Ce que j'ai bien compris. Ce que j'ai bien compris, c'est que les banques participatives, ils seront associés avec des banques étrangères, des banques du pays du Golfe, comme le Qatar, le Koweït. C'est une expérience qui a été réussie dans la Malaisie. En Angleterre, c'est les premiers qui ont réussi ce produit. Là, maintenant, c'est une nouvelle expérience et on va savoir. Maintenant, le problème qui se pose, c'est l'application. Peu importe comment on va ramener de l'argent ou X, Y, Z, c'est l'application. Et je vous donne l'exemple d'un client qui se dirige vers une banque participative pour acheter. D'accord ? Il y a le produit Mourabaha, d'accord ? Le produit Mourabaha, comment on va le donner ? C'est le plus récent. Parce que personnellement, je me focalise sur l'immobilier. C'est un produit. Bien évidemment, et même aujourd'hui, parce que c'est un secteur assez large, et aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur l'immobilier. Voilà. Qui peut s'adapter, justement, il peut s'adapter dans le secteur de l'immobilier. Et il y a deux catégories de clients. Il y a le promoteur immobilier et l'acquéreur, celui qui va acheter une résidence ou un appartement ou une villa. Et il y a le promoteur qui achète le terrain et construit. Les personnes ados et surtout le promoteur généralement, il peut s'orienter vers parce que la plupart, si on prend l'enveloppe des crédits ou l'enveloppe des investissements, le promoteur immobilier, la plupart, il finance par les fonds propres. Maintenant, le problème, il se pose où ? C'est qu'ils ne veulent pas justement être financés par les banques parce qu'il y a un problème d'intérêt, etc. Il y a des principes, mais il y a le temps. Ils sont en train de perdre du temps. S'ils construisent un immeuble en une année avec ses fonds propres, parce que le cash, il n'existe pas, parce qu'il a un commerce. Il doit être immobilisé. Il doit être immobilisé. Donc, au lieu de mettre 1 an pour construire, il met 2 ans. Pour commercialiser, il met 1 an. Moi, je connaissais un promoteur, dans les années 96, il n'a jamais demandé de crédit et il ne veut pas. Il fait des crédits directs. Il ne veut pas. Mais je ne vais pas citer le nom. C'est un gars qui a fait des milliers de logements et c'est le premier qui a construit des logements économiques, etc. Et il donne des crédits, mais ce n'est pas des crédits, des facilités. Vous me donnez une avance et vous donnez des échéances, etc. Il n'y a ni contrat, ni des actes de réservation. Il y a tout. J'ai posé la question, je lui dis, monsieur, moi j'étais directeur de banque au niveau de Fès, et je lui dis, pourquoi vous... Non, il dit que c'est haram, c'est truc, non. Comment vous faites pour l'assurance ? C'est un problème s'il est décédé. À Fès, les gens ils sont solidaires. S'il est décédé, c'est les ayants droit qui peuvent continuer, etc. Mais ça reste quand même un cas parmi. Ce n'est pas. L'exemple que je vous donne aussi, c'est que quand une banque achète le produit, d'accord, il achète le produit, un bien pour le compte de son client, d'accord, et afin de revendre, parce qu'après il peut revendre, ok, moyennement une marge de remboursement, d'accord. Comment on fait? Parce que, normalement, les banques, ils demandent une indemnité de remboursement par participation. Oui. Et ça, c'est très important. Et je voudrais qu'on peut avoir une réponse. Oui, bien sûr. D'accord. S'il y a une indemnité de remboursement, il y a la marge qui va se réduire. Il y a un problème. On risque d'avoir un produit qui est supérieur à la réalité d'une banque classique. Et la loi du consommateur interdit justement le remboursement. S'il y a un remboursement, il n'y a pas d'indemnité. Ok. Alors, monsieur Amariel, peut-être vous pouvez répondre. Alors, justement, avant de répondre à la question, je reviens rapidement pour dire effectivement, c'est le hello, effectivement, avec les partenariats tissés avec les banques marocaines, effectivement, on compte beaucoup sur ces banques GCC pour drainer du cash. Encore une fois, lorsque j'ai parlé de financement interbancaire, c'est pas parce qu'il y a deux éléments. Il y a du cash qui va nous venir de l'extérieur, c'est-à-dire pour lancer l'activité au Maroc. Effectivement, on en a besoin. Et il y a deuxième élément dont j'ai parlé, c'est le marché monétaire. C'est comment organiser le fonctionnement du marché monétaire au niveau du Maroc. Et d'ailleurs, ça coïncide exactement ce qu'a dit M. Jouari, au lieu de Banque Maghreb. Effectivement, il faut deux piliers importants, les soukouk et l'assurance participative. Et je rejoins l'idée, effectivement, en cas de décès, qui doit prendre en charge le paiement de la banque participative. Donc, il y a deux piliers qui sont importants. Alors, pour
Pour revenir à l'Mourabaha, où on parle par exemple des paiements par anticipation. Alors, effectivement, au niveau de la circulaire, ça a été cadré. Et donc, le Conseil supérieur des Ulama a décidé la chose suivante. C'est que vous avez le contrat Mourabaha, d'accord, qui, comme on l'a dit au départ, on se met d'accord sur un prix au départ, sur une marge au départ. Donc, ces deux éléments sont fixés. Oui. Supposons que c'est fixé sur 20 ans. Oui. Et le client, dans 5 ans, a décidé de rembourser par anticipation. Oui. Donc, la banque participative, elle n'est pas dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation de réduire sa marge justement pour permettre à ce client de rembourser. Il n'est pas obligé. Mais dans le cadre de la gestion commerciale, il peut faire des concessions. Faire bénéficier ce client d'une réduction. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont négociées à l'avance, c'est-à-dire avant de signer le contrat? Non, je veux dire, oui, effectivement. Moi, je vais revenir au contrat. Effectivement, parce que c'est une question qui revient à chaque fois, effectivement. Alors, le Conseil supérieur des Ulama, et dans la circulaire de Banque del Maghreb, il a été décidé de ne pas mentionner cette réduction dans les contrats. Ça veut dire que ça va rester un geste commercial. C'est-à-dire que la banque a le droit, a la possibilité de réduire ou de ne pas réduire. En tout cas, la législation n'oblige pas, et donc s'il y a paiement par anticipation, la banque est tout à fait en droit de demander son dû complet, c'est-à-dire sa marge qui a été négociée au départ, au départ et à l'avance. Mais vu qu'il y aura de la compétition. Et ça, c'est important, effectivement, avec les banques classiques aujourd'hui et 8 banques participatives. Donc, le marché va s'organiser de telle sorte que si un client lambda décide de rembourser par anticipation, il y aurait toujours un geste commercial parce qu'on estime que ce client, s'il n'est pas satisfait dans la banque A, il sera satisfait dans la banque B, etc. Et c'est ça l'objectif. Donc on aura autant de banques, il y aurait plus de compétition. Mais encore une fois, sur les textes, et c'est pas écrit et c'est pas mentionné parce que c'est contraire à la Mourabaha, parce qu'il y a des principes de base, c'est BMNA. Donc il y a des termes qui sont déjà fixés et c'est à la banque qui a financé ce bien, de réduire ou de ne pas réduire. Donc c'est un geste commercial qui reste au niveau de la banque. Alors justement, oui, c'est moi je voudrais revenir justement sur... malheureusement qu'on n'a pas participé à ce projet. Oui. Si on avait participé à ce projet, et comme les banques, ils veulent s'accentuer et passer vers le secteur d'immobilier, je dirais encore une fois, c'est malheureux. Il faut qu'on soit présent pour leur dire voilà comment on peut travailler, voilà quel est le... Parce que c'est nous qui écoutons les clients. Qui écoutons le marché. Nous avons un réseau quand même important dans tout le Maroc. Mais on n'y peut rien. Ils s'adonnent à eux-mêmes. Il y a Mais maintenant, la réalité est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être optimiste, monsieur Lehlou, par rapport à l'avenir du marché de l'immobilier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des prémices, comme vous dites. C'est vrai que le marché est morose, mais il y a des prémices, Inch'Allah, de reprise, etc. Le fait que, ne serait-ce que des gens qui étaient réticents, par exemple, aux banques classiques, qui aujourd'hui peuvent financer leurs biens immobiliers, est-ce que ça va faire un petit changement? Voilà. Non. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pouvoir d'achat. Maintenant, c'est le coût du crédit. Je pourrais dire crédit. Oui. S'il baisse, le financement il va augmenter. Peut-être ça va être une solution. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que ces banques participatives puissent ramener de l'argent. Oui. C'est tout, c'est clair. Qu'il y ait de la liquidité. Qu'il y ait de liquidité. Je tape à la porte d'une n'importe quelle banque. Oui, on peut financer, voilà, etc. etc. C'est ça l'objectif. Mais si on veut faire un produit comme ça, maquillé, moi je ne... Il faut à la base qu'il y ait plus de liquidité. Maintenant, là, excusez-moi, deux secondes. Non, excusez-moi, je suis obligé de... Juste, on va marquer une petite pause publicitaire parce qu'il y a l'information et on reviendra pour continuer le débat. On est de retour pour votre matinale. Oui, mais non, je vous le rappelle, le sujet du jour, on parle donc de cette circulaire de Banque El Maghreb qui autorise la commercialisation de 5 produits par les banques participatives. Nos invités sont M. Saïd Amarir, le président de l'association marocaine pour les professionnels des finances participatives, et M. Mohamed Lehlou, président de l'association marocaine des agents immobiliers. Alors, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, M. Lehlou, parce qu'il y avait la publicité, mais voilà, je vous redonne la parole. Rapidement, je vous ai parlé de 2 points. Le premier point, si la banque veut vendre le bien, il veut vendre le bien par des forces de... Est-ce que, selon le principe de Mourabaha, peut-on faire jouer la garantie en cas de vice? Ça, c'est une question qu'on pourrait poser. Deuxièmement, au niveau des contrats, qui va signer le contrat quand il s'agit d'une vente d'un appartement? Il y a le vendeur, c'est-à-dire le promoteur, il y a la banque, il y a l'acquéreur. Monsieur Amarir.
Alors justement, pour la sécurité, bien sûr, des clients par rapport à l'achat des biens meubles et immeubles, c'est exactement la même batterie de loi qui s'applique. C'est-à-dire s'il y a un vice au niveau du bien, toute la réglementation qui s'applique, il faut revenir vers le promoteur, il faut demander l'assurance, peut-être décennale, etc., sur le bien en question. Par rapport aux signatures, il y a toujours bien sûr la banque qui achète le bien du promoteur, donc premier achat acté. C'est-à-dire que la propriété devient au niveau de la banque, et c'est ce qui explique, on a dit, c'est ce qui explique sa marge. Parce que la banque, il va prendre un risque, il va prendre le bien, et supposant que le client lambda, définitif, donc a changé son avis pour acheter l'appartement. Sachant qu'il est... l'un des dispositifs, c'est effectivement que la banque peut recevoir du client une promesse d'achat. Exact. Alors justement, au niveau de la circulaire, il y a une promesse d'achat du client, effectivement. Ça veut dire au moment où la banque... Parce qu'il y a une fois que la banque a acheté le bien, elle est rentrée dans sa propriété, le client est obligé d'acheter le bien. Oui. D'accord. Donc, mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Il se peut que ce client change d'avis. Donc il faut aller au tribunal, etc. Mais entre-temps, voilà, la banque détient déjà le bien en question. Il faut le revendre sur le marché, peut-être à un prix moins cher. Et donc il y a un préjudice qui est subi. Donc c'est ce qui explique à chaque fois sa marge bénéficiaire. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vous disent dans la finance classique, il y a de l'intérêt. Et dans la finance participative, il y a de la marge. Mais la marge explique un risque qui est pris par la banque en question. Et je voulais juste revenir très très rapidement sur des questions qui ont été posées tout à l'heure par Sil Hello. Et je voulais juste revenir que cette finance participative, effectivement, il n'y a pas que le cash des banques GCC qui va être drainé dans le secteur bancaire. Nous comptons beaucoup plus sur un autre élément qui est très important, c'est tout ce qui est cotation des soukouk. Aujourd'hui, les banques de GCC cotent leurs soukouk à Londres. Et aujourd'hui, on sait très bien que Casablanca Stock Exchange, la bourse de Casablanca, a un partenaire stratégique avec la bourse de Londres. Et l'idée, effectivement, de commencer à coter quelques soukouk de Londres. Marocaines. Au Maroc, exactement. Et troisième élément, il faut également l'ajouter que ces banques participatives aux banques islamiques GCC, lorsqu'ils sont venus au Maroc, ils ne sont pas venus uniquement au Maroc, ils sont venus à l'Afrique. Parce qu'ils partent du principe qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Et aujourd'hui, tous les efforts déployés par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et les partenariats ficelés en Afrique vont permettre effectivement, à moyen et long terme, de commencer à commercialiser ces produits au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons Banque BMC of Africa, nous avons Tijari Wafa Bank, nous avons la BCP et nous avons Saham au niveau de l'assurance. Donc, vous avez toute l'infrastructure banque et assurance qui est déjà en place. Il faut maintenant réussir cette expérience au Maroc. Et je reviens vers les questions de Sil Hello. Effectivement, il faut qu'on aille vers un modèle où tous les partenaires... Qui soit ficelé et qui puisse être... tous les partenaires réussir... contribuent. Effectivement, il y a Banque Maghreb et la banque, mais certainement, il y a les promoteurs immobiliers et également les intermédiaires, et également les adouls et également les notaires pour effectivement sortir avec des opérations concrètes. Je vais prendre la parole peut-être au nom des auditeurs qui se posent une question. Alors, de un, ce sont des banques classiques, donc on a vu la circulaire, c'est-à-dire que les guichets qui sont ouverts pour des produits de la finance participative, ce sera proposé par les mêmes banques. On parlait avec des produits dits de banques de financement classiques. Est-ce que au niveau, parce que c'est l'une des grosses, on va dire, appréhensions du client, c'est que cette marge-là soit beaucoup plus importante ou beaucoup plus lourde à prendre en charge que par exemple des intérêts classiques. Est-ce qu'il y aura des efforts au niveau commercial pour pouvoir rendre ce produit attractif, ou bien parce que dans le cas échéant, bien évidemment, ce sera peut-être un projet qui sera voué à l'échec parce que ce sera trop cher. Alors, allez-y. Alors justement, donc on l'a maintes reprises signalé. Donc si aujourd'hui tous ces efforts ont été déployés, aussi bien par la Banque de Maghreb que par le Conseil supérieur des Ulama, par les banques GCC qui sont venues au Maroc, par effectivement les banques marocaines qui ont beaucoup investi, je ne pense pas qu'on va aller vers un projet de mornay. On n'a pas besoin de mornay. L'idée, effectivement, d'avoir une banque participative, une assurance participative capable de créer de la richesse, de l'emploi, une vraie valeur ajoutée pour la nation. Alors, ces banques, aujourd'hui, effectivement, ils vont faire tous les efforts. Parce qu'avec le partenariat avec le partenaire expert technique, parce qu'on a la visibilité sur notre marché, mais nous avons besoin d'un expert technique, notamment les banques GCC. J'ai justement étudié ces marges pour qu'elles soient, je dirais bien, au même niveau que le financement classique ou conventionnel, ou je dirais même aller plus loin, soit moins cher par la suite.
Donc, il y a une vraie concurrence qui sera développée. Nous avons 8 banques marocaines, dont 5 avec des partenaires, 3 fenêtres, avec le reste des banques classiques. Donc l'idée, nous avons maintenant un tissu en quelque sorte bancaire beaucoup plus important. Chaque banque va essayer de défendre sa part de marché. Pour défendre sa part de marché, il faut qu'elle soit compétitive. Exactement. Et on n'a pas le choix que d'être au même niveau, sinon moins cher. Une date peut-être pour les premières offres commerciales. Vous avez une idée sur quand est-ce que ça sera fait? Alors justement, il faut juste, comme j'ai dit au départ, le business model qui a été adopté, nous avons des banques, nous avons un marché capital market sukuk et nous avons des assurances. Oui. Ces 3 éléments, ils sont interdépendants. Oui. Aujourd'hui, une banque ne peut pas s'échanger de cash entre banques parce qu'on a des financements, etc. Donc, un besoin et un excédent, il faut avoir des sukuk. En même temps, pour le décès, comme ça a été signalé par Silhlo, s'il y a un décès d'un client, il faut une assurance. Donc, c'est l'assurance Tekafo, c'est l'assurance participative. Oui. Alors, cette loi, elle a été validée. Elle est sortie au bulletin officiel. Nous attendons la circulaire de la CAPS. Donc, qui devrait arriver au mois de mars, au plus tard fin mars. Donc, voilà l'assurance complète. Il y a le ministre des Finances qui s'est engagé pour lancer les sukuk d'ici fin juin. Donc, à mon avis, avec tous ces éléments, on devrait être aux alentours du mois de septembre, octobre. Septembre, octobre. Monsieur Hello, peut-être une dernière question, un dernier mot. Moi, je voudrais tout simplement savoir, on va commercialiser un produit, il y a un agent immobilier qui doit être payé, il a des honoraires. Est-ce que la banque participative pense à ça? Qui va payer l'agent immobilier? Ça va rentrer dans la marge, etc. Et par la suite aussi, les notaires. Est-ce que c'est des contrats qui vont être signés chez le notaire ou là, c'est des contrats auparavant, c'est des contrats sous scène privée? Oui. Alors, je me pose la question. Peut-être parce que nous n'avons pas. Et comme vous le savez, le projet de loi de notre de la profession d'agent est en cours. Elle est au niveau du secrétariat du gouvernement. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ces gens ils vont être payés, par qui ils vont être payés, comment, etc. Est-ce que le financement prendra en charge au-delà de la valeur du bien? Ça veut dire que les dépenses sous-jacentes à l'acquisition du bien. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre, la banque ne peut pas vendre un produit à un DA, ou même le client, il cherche à travers l'agence. Peut-être il passe directement, mais il y a des cas où il doit passer par une agence. Si vous... Okay. Alors, il y a effectivement des cas pratiques. Effectivement, ce client lambda qui fait intervenir un intermédiaire pour lui chercher le bien en question et après il demande le financement auprès de la banque. Donc effectivement c'est des cas réels. Généralement le cas aujourd'hui au niveau du classique, on va pas s'écarter en quelque sorte sur ces pratiques. Oui. C'est-à-dire il y aurait toujours ce paiement. Même flexibilité. Exactement. Oui. C'est un intermédiaire aujourd'hui. Lorsque je le mandate pour me chercher un bien, c'est une relation qui me lie directement avec cet intermédiaire. Oui. D'accord. Et la banque intervient juste pour acheter le bien en question. Et me le revendre sur une longue durée, moyennant en comptabilisant une marge bénéficiaire déterminée de l'avance. Et bien sûr, tout ce qui est notaire, tout ce qui est ADOL, etc., le dispositif réglementaire classique aujourd'hui continue à fonctionner parce que finalement, c'est une banque participative qui est appelée à financer selon quelques normes. Mais encore une fois, les notaires, les ADOL, etc., ils sont là justement pour accompagner. Juste rappeler qu'il y avait le Salon international de la finance éthique et participative et auquel il y avait des notaires, effectivement, des ADOL, il y avait des banques, des fenêtres, il y avait tous les intervenants, pratiquement les intervenants de la finance participative, y compris le Conseil supérieur des Ulama, justement pour un peu vulgariser, démystifier la finance participative et parler effectivement de quelques contraintes. Et bien sûr, pas toutes les contraintes sont réglées. Et certainement, il y a d'autres points chez Silhlo et qui méritent pour être clarifiés par la suite. Je voudrais rapidement dire que notre rôle d'agent immobilier, il faut qu'on véhicule ce produit. On le véhicule avec un client. Si demain un client il cherche un bien, on pourrait lui dire voilà, peut-être il y a une proposition, si vous prenez pas, vous voulez pas payer des intérêts, etc. On pourrait justement véhiculer ce produit, mais il faut une entente avec les banques participatives. Peut-être il faut une convention à faire signer entre les partenaires, c'est-à-dire le partenaire. Voilà. Ça, c'est peut-être une première étape qui a été faite ici sur Radio 2M. C'est une très bonne idée. Je pense que... On pourrait signer une convention. Moi, je les attends. S'il veut m'appeler, on pourrait signer une convention. En tout cas,
je pense que la volonté telle qu'elle a précisé M. Amr tout au long de ce débat, c'est justement de faire cette expérience que ce soit une réussite. Et pour cela, il n'y a pas que les banques participatives, il y a tout l'écosystème autour. Et on parle de l'immobilier, effectivement. Donc, on ne peut pas travailler dans l'immobilier sans parler des professionnels, notamment les agents immobiliers, mais aussi les promoteurs. Et bien évidemment, tout ça pour faire de cette expérience une réussite. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, parce que grâce à vous, on a pu un petit peu éclairer nos auditeurs, en tout cas, je l'espère, sur le financement participatif. Je rappelle nos invités aujourd'hui, c'était M. Saïd Amarir, le président de l'AMFP, l'Association marocaine pour les professionnels des finances participatives. M. Saïd, merci beaucoup d'avoir été avec nous. M. Mohamed Al-Ahlou, le président de l'AMAI, l'Association marocaine des agents immobiliers. M. Al-Ahlou, merci beaucoup. Voilà, merci. Excusez-moi, je vous coupe la parole à chaque fois, je suis désolé. Remerciement. Merci beaucoup.